Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce début de semaine. Et oui, juste après les informés, 19h-20h et toute l'équipe à Adil Farkan. Nous sommes en live ce soir, en ce lundi 25 octobre 2021. Pour parler de quoi? Et oui, ce match tant attendu. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, qui doit avoir le plus de regrets? Manchester United et Liverpool du côté de la Première Ligue. L'humiliation historique tout de même. Sans oublier la Liga avec le Barça Real Madrid, le vrai classico. Et oui, que retenir de ce match-là? Et aussi le sacre pour la première fois dans la catégorie digne de ce nom, MotoGP, Quartararo qui entre dans la légende. N'oubliez pas le numéro du standard pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport, le 01 53 48 3000. C'est parti, le JT des sports avec Jason. Gogo Time Sport. Time Sport. Bonjour à tous, on démarre ce JT du lundi par les débordements survenus dans et en dehors du stade Vélodrome hier soir lors du classique OM-PSG. 21 individus auraient été arrêtés après avoir blessé plusieurs policiers dont un commissaire aux abords du stade. À noter également qu'une décision sera prise d'ici mercredi par la commission de discipline de la LFP concernant les jets de projectiles ayant eu lieu durant la rencontre. Toujours concernant les sanctions de la LFP, le cas de l'AS Saint-Etienne est également étudié suite aux incidents survenus en tribune de Geoffroy Guichard face à Angers vendredi dernier. Les Verts devraient connaître leur peine dans quelques heures. Côté infirmerie, terrible nouvelle pour Erling Haaland, forfait jusqu'à la fin de l'année 2021. Le Borussia Dortmund annonce que sa superstar norvégienne souffre d'une déchirure du fléchisseur au niveau de la hanche et fera donc son retour pas avant le mois de janvier. Enfin, on termine avec un mot de NBA pour signaler la première victoire des Lakers cette saison, 121 à 118 face à Memphis. Voilà, c'est tout pour ce soir en vous souhaitant une bonne émission en compagnie de Bilal Nenman et toute l'équipe Time Sport. Et voilà, de retour sur cette antenne avec le JT Sport comme chaque jour, avec notre consultant Jason qui nous le réalise, excusez-moi, chers auditrices et auditeurs. Mais on va s'attarder, avant d'accueillir Bilal Aventure, on va s'attarder sur Quartararo et la MotoGP. Time Sport. Le sujet des sociaux. Et il devient le premier champion du monde de la catégorie et aussi un successeur à son idole qui est Valentino Rossi. Oui, Frédéric, quand même, c'est pas rien. Quartararo, champion du monde. C'est historique pour la France, c'est historique pour lui. Il l'avait rêvé, il l'a fait. Il est quand même parti 15e. Il a fait avec son écurie Yamaha Factory. Une super remontada. Son adversaire, lui, a cédé à la pression, a chuté, ce qui lui a permis de remporter ce titre, qui est mérité. Ça fait quand même quelques mois qu'on parle de lui activement, qui gagne quand même vachement de courses. Il a que 22 ans. Ouais. On se dit qu'il a l'avenir devant lui. Et ouais, une belle génération. De nous faire rêver et de faire de très belles choses. En football, en rugby et aussi en moto. Sport automobile. Juan Trocet. Alors, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas une belle génération parce qu'une belle génération, ce n'est pas un seul coureur. On sent les pilotes espagnols, et oui, Juan Trocet, parce qu'il aura chippé. Mais non, Juan Trocet. Joan Sarko, deuxième pilote français. Alors, juste pour nos auditeurs et pour Bilal, puisque juste te rappeler que sur le championnat du monde GP, il y a 30 pilotes. Tu as 11 Espagnols, 9 Italiens, 2 Français, 2 Anglais, un Américain, un Sud-Africain, un Japonais, un Portugais, un Australien. Donc non, ce n'est pas une belle génération. C'est un superbe pilote. C'est Mbappé, Quartararo, voilà. Qui est parti à 13 ans en Espagne et qui depuis a été formé à l'école espagnole. Vous nous l'avez chippé, c'est ça. Entre l'Espagne et l'Italie, ils ont gagné 18 sur les 20 derniers prix championnat GP. C'est vrai. 18 sur les 20 derniers. Et les deux autres, c'était les Espagnols, les Italiens et aussi, des Américains. Merci, Juan Trocet, de ces infos. Ouais, toi aussi, tu lui donnes raison. Ben vas-y. Déballe-lui le tapis rouge aussi. Pour nous, en France, c'est peut-être pas forcément une grosse génération. Du coup, vu que ça en contient qu'un seul, après, c'est quelqu'un qui, depuis un moment, répond présent sur les différents circuits. Il est en constante progression. Après, c'est vrai que le voir gagner ce championnat du monde, c'est convaincant pour la suite. On espère qu'il y en aura d'autres. Et après, on se dira qu'on a peut-être plus de chances en tant que Français d'être champion en MotoGP plutôt qu'en Formule 1. Juste on termine avant de rejoindre Bilal. C'est là où tu as raison.
c'est-à-dire ce n'est pas une génération, mais maintenant c'est à la Fédé française de mettre au profit cette victoire. Et ce qu'ils ont annoncé, c'est-à-dire créer d'ici 5 ans des championnats régionaux, justement en copiant le système espagnol et en copiant le système italien pour éviter que des coureurs français partent, parce que c'est vrai que Quartararo est parti en Espagne, mais Zarco est parti en Italie. Est-ce qu'il aurait pu choisir la nationalité espagnole, Quartararo? Non, parce que il a vécu là-bas. Au bout des 5 ans, tu aurais pu choisir, mais ce n'est pas ici, ce n'est pas comme le football où tu as besoin d'avoir une nationalité, etc. Mais moi, j'aimerais rappeler quand même une phrase que j'ai lue ce matin de Quartararo, qui avait été faite il y a 2 ans. Il disait: je suis français, mais je parle mieux espagnol, mais je pense en italien. Donc voilà le champion du monde aujourd'hui, qui a fait une superbe course. C'est la première des choses. Il a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est à la Fédé de profiter, justement, de mettre au profit de cette victoire. Merci, Juan José. Oui, on a terminé avec les sports mécaniques. Oui, Yacine, peut-être un mot à rajouter. Sport mécanique, ça existe encore? Oui, mais ça existe. C'est ça existe. Ça existe toujours? Ouais. Benzema, ça existe toujours? Sport mécanique en ouverture d'un Barcelone. Justement, en ouverture, champion du monde, c'est pas la première fois. A signé avec Dorma Sport pour encore 2-3 ans pour les grands prix GP, pour les prix GP, etc. Ne t'inquiète pas. Donc en Espagne, ça fait parfois plus que des matchs de football en audience. Donc il est espagnol alors? Non, il est espagnol parce que il est espagnol. Non, il est français. C'est la victoire de la France. C'est pas là le problème. Laisse-le, Yacine, laisse-le. Allez, magnifique Quartararo, et on le félicite. Merci à Quartararo, voilà, pour ce fameux sacre et ce titre de champion du monde de MotoGP, Yacine. Mais oui. Allez, direction le Brésil. Time Sport. Comment ça va, Bilal? Eh oui. Allô. Ça va? Très très bien, Bilal. Oui, bonjour. Ça va, un grand plaisir. Eh ben nous ça va, Bilal. Faites-nous vibrer. Le soleil. Alors comment ça se passe, le Brésil? Écoutez, le Brésil, pour l'instant, il fait chaud, c'est magnifique, franchement, c'est très beau. J'ai eu la chance d'aller voir le Flamenco jouer contre Cuiabá. Ça c'est bon, voilà. Il a été voir Flamenco, mais il n'a pas été voir le derby Fluminense-Flamenco. Il l'a oublié. Alors j'aurais aimé, mais j'ai pas eu le temps. C'est-à-dire que j'ai quitté la favela de Rio de Janeiro il y a 2 jours. Et entre-temps, là, je suis du côté de Belo Horizonte à 500 km. Et là, c'est loin. dans l'après-midi, parce que là, il est 15h chez nous, je pars direction la Bahia, Porto Seguro. Donc là, je suis en train de remonter la côte littorale du Brésil. Ouais. Voilà. Toute cette côte reste assez magnifique, parce que on a des auditeurs qui nous demandent, mais il est là sur les plages à Copacabana, comment ça se passe? Et nous, on est ici dans le froid. C'est pas croyable. Moi, franchement, le but, c'est vraiment de relayer un peu tout ce qu'on fait, partager vraiment un max, et surtout de répondre aux questions des gens qui nous posent en privé, comment ça se passe là-bas, c'est quoi si en ce moment, comment c'est. Donc on essaie vraiment d'être le plus transparent possible, et voilà, on continue, c'est que le début. Ça fait en plus, ça fait 3 semaines déjà que je suis là. C'est ça. Et on vous suit depuis 3 semaines. Ouais. Exactement, merci à Beurre FM. Mais là, il reste quelques mois quand même, parce qu'il y a d'autres pays à voir. C'est ça. Et franchement, l'aventure, là, on est en train de stabiliser un peu. Et franchement, ça va continuer à le faire, parce que là, on est bien parti, on est bien lancé. Eh ben, on l'espère. On peut pas peut-être vous envoyer des consultantes et des consultants de Time Sport, pour vous rejoindre, Frédéric. Tu te sentirais pas peut-être de le rejoindre? Un billet pour le Brésil. Ça serait assez pas mal. Je pars demain. Ouais. Alors le truc c'est qu'il faut que Frédéric il aime la voiture, la voiture c'est ça. Elle a le permis je crois en plus. Frédéric, c'est ça, c'est du travail. Il y a Yacine, comme consultant, qui nous demande, Bilal, est-ce que vous avez rencontré des drapeaux algériens? Mais je crois qu'il en a un sur lui, des drapeaux algériens. Bilal. Alors, qui en permanence avec moi. Voilà, il est avec lui. Tu l'as pas sorti au moment du match de Fluminense. On ne l'a pas vu. J'avais pas le maillot flamenco, mais j'avais le maillot des Z. Donc t'as vu le maillot des Z? C'est ça. C'est très bien. Il faut prendre une photo, il faut nous l'envoyer. Comme ça. Il le partage sur les réseaux sociaux. Il le fait. Il le partage à chaque fois. Il a partagé le maillot de l'Algérie, mais quand il a fait bien la sûr. photo, c'est sorti. Il te mentionnera. Il n'y a pas de problème, Yacine. Voilà, il te mentionnera. En tout cas, on suit. On va mentionner tout le monde. Mais c'est ça. Super, Bilal. Vous nous tenez informés de tout ce de tout ce que vous faites du côté du continent sud-américain. Et nous, on se retrouve dès ce jeudi soir. Voilà. Avec grand plaisir. Donc, je serai normalement du côté de Porto Seguro.
et on se rappellera. Voilà, pour le dire. C'est qu'il en est. Les nouvelles personnes. Donc là, exactement, là, que vous rencontrez. Je voyage un peu en bus, je teste un peu leur bus. Voilà, ils ont des systèmes de cars intervilles, 3 types de cars, les semi-allongés, les allongés. Aujourd'hui, on va tester l'allongé. J'ai vraiment hâte, en fait, juste pour tester ça, quoi. Ah ben nous aussi. Un grand merci, Bilal. Avec grand plaisir. Merci et une belle soirée, Bilal. Voilà, la suite des programmes avec ce fameux Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Time Sport. Le duel. Là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Eh oui. Qui doit avoir le plus de regrets? Alors, Frédéric, on te donne la parole en premier. J'aimerais commencer par dire que c'était un match assez insipide, assez décevant, je trouve, pour un classico et pour ce qu'on attendait. L'Olympique de Marseille, pour moi, a forcément des regrets à avoir, parce que quand tu te retrouves en supériorité numérique pendant une demi-heure contre le PSG et que tu n'arrives à rien faire, vous regardez. C'est le Paris Saint-Germain aussi. Vous regardez en vous demandant est-ce qu'on doit attaquer, est-ce qu'on doit rester en place. Je trouve que l'équipe a manqué d'ambition, alors que Marseille a le potentiel de faire beaucoup plus. Et de l'autre côté, le PSG, Pochettino ne sait toujours pas quoi faire de cette équipe. Il a encore changé le milieu de terrain. Il y a Herrera et Gueye qui sont sortis, Danilo qui rentre et puis Di Maria avec les 3 autres devant, ça n'a pas non plus fonctionné. Et puis il ne sait pas utiliser Messi. Ça sert à quoi d'avoir le meilleur joueur du monde dans son équipe? Pochettino ne sait pas utiliser Messi. C'est pour le faire jouer à droite, on le voit tête baissée, erre sur le terrain. C'est pas nouveau, ma chère Frédéric. C'est pas nouveau, et pourtant, quand à l'arrivée de Pochettino, il y avait beaucoup ici sur sa table, qui n'arrêtait pas de dire que Pochettino était un génie. Ouais. Aujourd'hui, Pochettino est un bon entraîneur, Yacine. À un moment donné, il le regarde. Alors, il dit c'est vrai que c'est lui l'entraîneur du PSG. Ouais. Il y a un problème. Il y a un grand problème. Et même Sampaoli, qu'on a voulu montrer que c'était le disciple de Bielsa. Tu ne comprends pas toi aussi, oui. L'entraîneur sur le banc de tous. Il bouge beaucoup, c'est vrai. Je ne sais pas s'il a su. Il a su donner un plus à cette équipe. Juan José et Abdel, réaction concernant ce classique du football français. Alors, avoir des regrets, non. Je pense qu'aucun des deux doit avoir de regrets. D'abord, le PSG, Marseille, parce que arracher même à la maison un match nul face au PSG, ce n'est pas son choix à mauvais résultat. Et il faut rappeler que Lyon, lors du premier tour, même si c'était au Parc, avait perdu. Donc c'est pas mon choix à mauvais résultat. Et ce n'est pas si mauvaise opération pour le PSG, justement parce que vous l'avez dit, Verratti est blessé, et puis à un moment donné, on retrouve effectivement une équipe qui se retrouve à 10 joueurs, et même s'ils n'ont pas fait un jeu flamboyant, on a vu la capacité de cette équipe, et là on avait des doutes quand même, la capacité de cette équipe à tenir, à supporter la pression, parce que Marseille n'a pas non plus été très mauvais. Je suis vraiment désolé. Donc, pas de regret. Par contre, je suis d'accord avec l'analyse que vous faites. Pour l'instant, on n'arrive pas à bien positionner notre ami Messi. Donc, je voyais les statistiques ce matin. Il touche en moyenne 30 ballons en moins qu'il ne touchait à Barcelone l'année dernière. 30 ballons par match. Il n'a pas plus la même énergie. Non, mais parce que les jeux ne tournent pas autour de lui. Donc ça, c'est aussi une réalité. Donc il va falloir trouver la place de Messi au sein du PSG. Donc le résultat, en fait, ce match n'est pas mauvais ni pour l'un ni pour l'autre. Pour les Parisiens. Effectivement, si Marseille est capable d'aller arracher aussi un match nul lors du deuxième tour. On va voir. Abdel, on l'écoute. Juste pour revenir sur Messi, c'est par rapport à ce qu'il a fait au Barça, il a été pris aujourd'hui pour faire des coups. Il est plus du tout au centre du jeu. On lui donne pas toutes les clés. Après, concernant le match, en réalité, quand on regarde un peu du côté statistique, c'est que c'est assez équilibré, que le match nul est on va dire mérité, dans le sens où chacun a eu plus ou moins un temps fort et un temps faible. Paris, il y a eu un débat équilibré pendant le premier quart d'heure où il y a eu des buts refusés. Après, Paris a quand même pris la maîtrise du jeu, où ils ont été beaucoup dangereux en prenant Marseille dans le dos. Et après, au moment où Paris a été réduit à 10, c'est vrai qu'on aurait pu espérer voir Marseille imposer plus de rythme. Et je refais le parallèle avec ce que dit Yacine. Quand on voit le coach qui est tout le temps excité, qui est tout le temps agité, on peut se dire à ce moment-là, là il va enflammer. C'est vraiment le moment qu'on te donne pour enflammer ton équipe. Au final, il a été très très calme. Il a été, on va dire, un peu apeuré de se faire contrer et au final de perdre le match. Et après, voilà, c'était un match vraiment pas de très grande qualité. Et au final, comme il a dit aussi Juan José, je le rejoins, c'est que Marseille prend un bon point dans cette course
au titre et au podium. Et Paris reste invaincu, même s'ils ont déjà eu une défaite à Rennes. C'est une équipe qui reste, qui perd pas en classico. Sur le plan de contenu, il y avait absolument rien du tout. Mais à part quand il y a eu quelques combinaisons entre Mbappé et Neymar, où il y avait et Messi, où il y avait quand Neymar était complètement absent. C'est un joueur d'ailleurs, à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe parisienne. Mais moi, ce sont les deux entraîneurs qui n'arrivent pas à mettre en place vraiment deux groupes ou deux ensembles qui peuvent pratiquer du beau jeu. Parce qu'à un moment donné, avant que Hakimi ne soit expulsé, ils étaient à 11 contre 11, mais on n'a pas vu de football. On n'a pas vu de construction. Mais tu peux pas comparer les deux groupes. Ouais. On peut pas comparer les deux groupes parce que c'est quand même une équipe. On va revenir, Yacine, Frédéric. Le football, à un moment donné, c'était soit on joue pas. D'ailleurs, on avait l'impression que les Marseillais, ils avaient un frein à main, mais ça part le jeune Gendouzi, qui est de joueur. On va revenir sur les Marseillais et les Parisiens. On confirme quand même que c'est un joueur. Merci Yacine. On va revenir, c'est promis, pour les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Mais moi j'ai terminé, Yacine. J'ai plus le temps, on va revenir justement. Si je te coupe comme ça, c'est parce que j'ai plus le temps, il y a la pub. On va revenir. Yacine, on le laisse jalouser, c'est parfait comme ça. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs. On vient rapidement avec notre invité et aussi l'Olympique de Marseille et le PSG. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Allez, de retour sur cette antenne qui est Beurre FM tous les soirs, 20h, 21h en compagnie de toute l'équipe de Time Sport. Frédéric, Yacine, Juan José, Hervé, sans oublier Abdel. Allez, on prend la direction de l'interview de ce soir avec notre invité. Time Sport, The Special One. Francis Delteral, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir messieurs, écoutez, je suis en forme presque olympique. Mais il faut pas le dire. Les années quand même. Il faut pas le dire. Et Yacine en plus est juste là ce soir avec nous. Francis, rugby, amour et fantaisie 50 histoires du monde d'avant aux éditions Solar. Le monde d'avant, il était mieux que celui de maintenant. Ah, vous me posez la question. Alors j'ai déjà répondu d'entrée dans mon. Ouais. En ce sens que. Je me permettrai surtout pas de dire que c'était mieux avant. Je dis simplement que je préférais avant parce que j'ai vécu une autre époque. C'est comme vous pouvez aimer les Beatles, ce que j'aime beaucoup, et puis vous pouvez préférer Chopin ou Bach. Ouais. C'est tout, hein. Mais bon, c'est vrai que j'ai eu la chance, moi, pendant, je vais dire, 50 ans d'être complètement immergé dans ce monde d'avant. C'est ça. Du rugby. C'est nos confrères de l'équipe. Comment ? C'est nos confrères de l'équipe, excusez-moi. Voilà, j'ai fait 40 ans à l'équipe. Ouais. Voilà, j'ai fait le rugby à l'équipe, mais j'ai tourné beaucoup dans les rubriques de l'équipe. J'ai fait le football, j'ai fait le golf, le tennis, la boxe. Donc j'ai tourné un petit peu dans beaucoup de rubriques. Et c'est vrai que nous avons eu la chance, nous, ces journalistes de l'équipe de ma génération, de vivre complètement en fraternité avec les champions. On était avec eux, on partageait tout, leurs émotions, leur gloire. Et il y avait une véritable vie participative avec eux, et ça, bien sûr, ça a disparu puisqu'on est rentré effectivement dans un autre monde aujourd'hui. Une première réaction, oui, Abdel. Bonsoir Francis. Et aussi Frédéric alors. Qu'est-ce qui a changé selon vous entre le rugby d'il y a 50 ans et le rugby de maintenant ? Un truc très simple. Bon, d'une part, il est devenu professionnel, ce qui est tout à fait normal et logique. C'était une évolution normale pour ce sport. Mais surtout, moi, j'aimais beaucoup, c'est qu'il faut savoir que, d'ailleurs, même avant, mais le football, bien avant, mais ou l'athlétisme, la natation, en rugby, les gars venaient s'amuser le dimanche. C'était un jeu, complètement un jeu. Les gars travaillaient, les gars faisaient des études, ils étaient engagés sur autre chose, et le sport n'était qu'un dérivatif. Et comme l'avait dit très très bien un ancien, une légende du rugby qui s'appelle M. Lucien Mias, qui a 82 ans bientôt, qui a été un grand nom du rugby, il disait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, mais c'était valable certainement aussi pour le football avant, c'est que ce qu'on aimait dans le rugby, c'était un village contre un village, une ville contre une ville, une jeunesse contre une jeunesse, et les anciens venaient voir comment se comportait leur jeunesse. Ouais. Un village X avec un village Y qui était distant de 10 km, après de 50 km, et puis après c'était les grandes villes qui se disputaient la suprématie. Cette suprématie, justement, elle n'était pas mieux avec ces villages ?
Ah, ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, Francis. Non, dans les villages. Alors. Les villages font partie. Il faut savoir quand même qu'avant, l'état-nation, il y avait les villages. Vous avez raison. Mais c'est vrai. Eh bien, c'est dommage de. Je ne crois pas qu'il faut dire que c'est dommage. Ouais. Ça a changé, tout simplement. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne le retrouve plus aujourd'hui, même dans ce monde moderne, on ne retrouve plus ces querelles de village qui ont notre bonheur. Parce que toute la semaine, à partir du lundi matin jusqu'au samedi soir, on ne fait que de ça. Et le dimanche, il y avait le juge de paix qui était le match avec le résultat. Ouais. D'accord. Ça s'est perdu peut-être à travers l'Hexagone, mais en tout cas, en Espagne, en Italie, on a encore ce côté-là. Ouais, non, Juan José, on a encore en Serie A. Ouais, en Espagne, non. Nous, on est des amateurs. De la France, nous, on est une équipe amateur, quand même. Mais pas qu'en rugby, même dans. Mais pas qu'en rugby. Abdel, une réaction avec Francis, notre invité ce soir. Justement, on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, en France, le rugby soit mis très, très en avant, même si on a de très forts potentiels et un beau palmarès. La question que je veux vous poser justement, c'est est-ce que votre livre s'adresse aux puristes de l'Ovalie ou si c'est à un public plus large? Très sincèrement, je pense que ça s'adresse à un public de l'Ovalie, du monde du rugby, parce que je parle de monuments du rugby qui ont existé, et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je vois quelquefois, je me retourne auprès, puisque je continue à travailler, à être consultant à Canal+, parce que j'ai démarré l'aventure de Canal+, avec Charles Guettet. Ouais. Quand je parle avec des jeunes, je leur prononce quelquefois des noms de gars qui étaient il y a 50 ans, ils ne connaissent pas. Et ils ne connaissent pas. Ça, c'est fou. Ça veut dire que le rugby est rentré dans un autre monde, dans une autre industrie, si on peut dire. Et moi, je trouve que ça ne me gêne pas qu'ils ne connaissent pas. Ça ne me gêne pas. Ils sont dans un autre monde maintenant. Voilà. Une réaction peut-être avec Frédéric ou encore Yacine, voire Hervé, avant de laisser filer notre invité. Oui, ils ont regardé le bouquin en live. Voilà. Alors, Yacine. Qu'est-ce qu'il pense de Benazi? Monsieur Benazi. Mais Abdel n'est pas sur votre... Non. Non, il n'est pas. On a un Abdel, c'est pas Abdel Benazi. Non. Et on a un Yacine. Mais ils aimeraient, savoir ce que vous pensez. En tout cas, c'est Yacine sur Monsieur Benazi. Eh oui. Parce que c'est un des premiers joueurs d'origine maghrébine, quand même, qui est... C'est tout à fait à votre honneur d'avoir ce respect pour les joueurs. Bien sûr. De dire monsieur, parce que c'est vrai que ça a été un très grand monsieur du rugby français. Il était international marocain et puis il est devenu international français. Il a été capitaine de l'équipe de France. Il a été toujours exemplaire. C'était un joueur qui était très combatif, très combatif, mais toujours dans les règles du jeu. Et c'est vrai qu'il a été à la hauteur de ses galons de capitaine, il a été à la hauteur de ses galons de joueur, parce que en plus, au début quand même, il a subi beaucoup d'agressions verbales, je veux dire, ça existait quand même dans le rugby. Et donc... Parce que excusez-moi juste de vous couper, parce qu'on peut présenter le rugby comme c'est très familial, très on va dire très fraternel et tout ça, mais ce que lui il a vécu sur le terrain, et franchement à un moment donné certainement il va écrire ses mémoires, parce que il a subi énormément de racisme lors de sa carrière, alors que je pense à son poste, il a été le top, dans le top 3, peut-être dans le top 2. Ah mais c'est certain, il ne faut pas occulter ce qui pouvait se passer, vous savez. Il y a des comptes partout, donc malheureusement. Mais ça a quand même bien changé. Et c'est vrai que Abdel répondait, mais Abdel répondait par le jeu. Et il punissait les gens par le jeu. Et ça, c'est la meilleure des choses qui puisse exister. Ouais, c'est vrai. On peut le rajouter au monument du rugby. Alors. Pardon ? Est-ce qu'on peut le rajouter? Oui, du rugby français. Au monument du rugby. Mais complètement, à partir du moment où vous avez été capitaine de l'équipe de France, vous faites partie de la famille, vous faites partie de... Bien sûr. Voilà, comme on dit. Oui, chez les Vikings, chez les Scandinaves, quoi. Les Nordiques. Oui, vous êtes un nom, vous êtes quelque chose. Vous savez que c'est comme, les gens connaissent bien le football. On parle des gens du football qu'on connaît aujourd'hui, mais parler aux anciens de Copa et Fontaine, ils font partie aussi, Copa et Fontaine, de ce grand hall d'exposition de ces champions qui ont fait la gloire de notre sport, bien entendu. Comme le fut l'Arbi Mbarek aussi. Oui.
À une certaine époque, ouais. Oui. Et moi, je viens d'une région de Bordeaux où dans les années... C'est ça, Bègle. Il y avait une forte équipe de rugby où il y avait beaucoup d'Espagnols et de Marocains qui venaient jouer, alors que les Algériens sont plutôt allés jouer du côté de Nice, Saint-Étienne, Gardanne, Marseille, bien entendu. Justement, on peut retrouver toutes ces histoires, les 50 du monde d'avant. Et oui, amour et fantaisie. Peut-être une dernière réaction. Oui, allez-y, Francis. Alors, vous dire quelque chose. Alors, ne l'oubliez pas, c'est que l'équipe d'Algérie est en course pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2023 en France. C'est ça, une belle chose. Nous avions reçu son président, Francis, sur l'antenne de Beurre FM, Soufiane. Vraiment, et on l'a suivi de près. Le magnifique reportage fait par Intérieur Sport, nos confrères de Canal+. Je crois que c'était ce week-end. Oui, c'est bien ça, hein. Oui. Je tiens à rappeler justement. Alors il faut suivre ça parce que peut-être de près dans la poule de l'équipe de France. Bien sûr, ça serait pas mal. Pourquoi pas une nation africaine aussi. De plus quoi. En tout cas, vous êtes aussi, on le rappelle, le premier consultant sous l'ère Canal+ en termes d'Ovalie. Oui, Frédéric, peut-être pour terminer avec Francis. Oui, dernière question pour Francis. Qu'est-ce que tu penses du niveau de l'équipe de France actuelle ? Alors, l'équipe de France qui arrive là maintenant. Et puis l'équipe de France qui est mieux qu'en prestation, c'est une équipe qui est pleine parce qu'il y a des joueurs vraiment qui ont du talent, qui sont en train de s'imposer dans le niveau mondial. Alors ensuite, avec quand même aussi, il faut le dire, un certain que mené par Fabien qui est remarquable. Je crois que cette équipe doit y arriver. Cette équipe de garde sa modestie, elle est bien amenée par le capitaine Dupont, que l'on voit maintenant tous les week-ends étincelant. Je crois que cette équipe de France peut être étincelante et peut peut-être, je ne vais pas dire créer la surprise, mais s'imposer sur son territoire. On l'espère en tout cas, de tout cœur. Francis Alteral, un grand merci. Rugby, amour et fantaisie aux éditions Solar, ce magnifique livre que vous pouvez vous procurer dans tous les points de vente habituels. Merci à vous pour cette disponibilité. Bonsoir à tous. Merci Francis, vraiment. Allez, on revient du côté de la Canebière. Time Sport. La troisième mi-temps. Ah oui, Abdel, on a chopé sur la Canebière un certain Hervé, justement. Il en pensait quoi de ce match d'hier soir, au MPSG? Je suis rentré en jeu. Ouais, vas-y, rentre en jeu, vas-y, vite. Non, mais globalement, c'était un petit match. Franchement, on n'a pas assisté à un grand classico. Je pense que des 3 matchs phares qu'il y avait hier, c'était peut-être celui qui m'a le moins passionné. Je pense qu'il y a des moments où j'ai bifurqué un peu sur la Formule 1. Paris est toujours dans ces mêmes errements, dans ces mêmes errances. C'est-à-dire que on sent qu'il n'y a pas de force collective. Ça repose majoritairement sur les fulgurances de Messi, les percées balle au pied de Mbappé et les quelques gestes techniques que Neymar parvient à nous sortir. Mais au-delà de ça, moi je faisais partie de ceux qui étaient assez complaisants avec le Paris Saint-Germain, et là je commence un peu à m'inquiéter dans le sens où, hormis le match contre Rennes où malgré la défaite, le Paris Saint-Germain avait affiché un visage assez séduisant. Là, quand on regarde les derniers matchs à l'extérieur comme à domicile, c'est assez inquiétant en termes de niveau de jeu. J'entends beaucoup de nos confrères qui critiquent Pochettino, mais on faisait le même constat avec Tuchel. On faisait le même constat avec Emery et avec Laurent Blanc. Est-ce qu'à un moment donné, le problème ne vient pas forcément des joueurs? Parce qu'on a toujours tendance à mettre les joueurs. Les joueurs. Abdel, alors. Voyez, Yacine. Sous leur Tuchel. Jamais alors comme ça, les mêmes critiques qu'on faisait, qu'on fait à Pochettino, on les faisait également à Tuchel et à Emery. De Pochettino. Mais pas forcément. Alors, pas forcément à juste titre, parce que Tuchel, on sentait quand même que le Paris Saint-Germain avait une force collective beaucoup plus importante. C'était quand même une équipe qui gagnait beaucoup de matchs, et on était plutôt relativement satisfait du niveau, et puis surtout, il n'y avait pas cet effectif-là. C'était déjà un effectif pléthorique, mais là, on voit quand même un effectif. Tout le monde, et tout le monde en Europe disait que voilà, ça va être l'équipe qui va faire peur, c'est l'équipe qui est favorite pour gagner la Champions League. Et c'est vrai que quand on voit jouer cette équipe-là, on se dit Tuchel a gagné la Champions League. Exactement. C'est pas Paris. Et on se dit tout ça pour ça. Elle était finaliste. C'est pas bien, donc finalement, ça nous montre qu'un assemblage d'individualité. On va revenir à Hervé. Abdel. Par rapport à ce que dit Hervé, c'est vrai que Pochettino subit beaucoup de critiques. Moi aussi, je suis l'un des premiers à dire qu'à un moment donné, si tu veux gagner des matchs ou faire des différences, c'est aux acteurs qui sont sur le terrain de faire la différence.
Mais quand tu vois un peu le match hier, tu as l'impression qu'il donne un peu le bâton pour se faire battre. Déjà, il n'y a pas de prise de décision dans le sens où il veut mettre les quatre entre guillemets fantastiques devant. Mais quand tu vois qu'il met Di Maria milieu gauche, c'est jamais arrivé. La seule fois où Di Maria il a joué milieu gauche, c'était à Manchester. Il avait été catastrophique. Que tu veux mettre Messi à droite alors que ça fait 10 ans qu'il joue plus là. Non, mais tu fais moins de ballon. Vas-y, Abdel, vas-y. À droite avec Luis Suarez, n'oublions pas. Luis Suarez s'est décalé sur les côtés droits, mais ils s'entendaient très bien avec Luis Suarez. C'est vrai. Laisse-le terminer. Je pense qu'il n'est même pas capable de dire à Messi qu'il est à droite. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est de base le mettre à droite. Voilà, ça reste un poste. Après, comment tu déroules pendant le match, c'est autre chose. Et après, il y a juste pour conclure une attitude moi qui m'a dérangé, c'est quand on voit Neymar qui est vraiment catastrophique depuis le début de saison, c'est quand il sort du terrain, et ben il regarde même pas que ce soit le staff ou que ce soit ses coéquipiers, il les regarde même pas, alors que Di Maria qui est le premier à sortir après l'exclusion d'Hakimi se dit je comprends pas pourquoi je sors, c'est toujours moi. Il est dégoûté, il est au fond du banc et on respecte pas assez un joueur comme Di Maria pour moi au PSG, quelqu'un qui a toujours porté le club. C'est pertinent ça, Abdel. Ouais, Abdel. Il faut pas voir ça comme ça. Mais quand même. Alors, t'as un joueur qui est expulsé. Il faut. Oui, mais c'est toujours Di Maria qui en fait les frais. C'est ça que je veux dire. Et moi, je suis Abdel, c'est un joueur d'attaque. Pas mal. C'est toujours un joueur d'attaque, que ça soit un attaquant ou un milieu offensif que tu vas mettre des côtés. Oui, mais c'est toujours Di Maria si tu regardes bien. Neymar est moins impactant que Di Maria sur le terrain et il a vu que c'est le statut qui paye. 30 ballons en moins que du côté du Hervé, Yacine, la réaction, on va revenir à toi. C'est promis, Frédéric. Contre Lyon, Messi était sorti. Il y a eu un match, je crois que c'était c'était contre Metz. C'était Mbappé qui était sorti, même on l'avait vu insulter Neymar de clochard. Donc voilà, on peut s'en passer de l'insulte. Ce que j'essaie de te dire, c'est que on peut pas dire que c'est que Di Maria qui sort. Il y a aussi les autres joueurs. Di Maria, c'est beaucoup trop régulier depuis 6 ans qu'il est là. Qui ont également été sortis par Pochettino. Moi, je veux juste rebondir sur ce que disait Frédéric. Alors, je reste persuadé que Paris dispose du meilleur effectif en Europe. Oui. Il est incroyable. Que je vais pas changer mon fusil d'épaule d'un mois à l'autre. Je reste persuadé qu'ils ont les atouts pour gagner la C1, mais il va clairement falloir hausser le niveau tant collectivement qu'individuellement, parce que quand je vois le match ou quand je vois les matchs que font le Bayern, on va parler de Manchester-Liverpool. À l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain est inférieur à ces deux équipes. Hervé. Il est inférieur qu'à ces deux équipes. Oui, vas-y, Yacine. Pas le football, même les Grands Rovers de Zurich, ils sont au-dessus de PSG. Bien sûr. Il n'y a rien du tout. Ils produisent aucun jeu. Faut pas dire ça. Mais à part l'éclair qu'ils ont fait contre City. D'ailleurs, City a dominé de la tête et des épaules le PSG. Mais moi, pour Pochettino, je ne lui trouve rien. Là où je suis pas d'accord. Elle n'est pas d'accord avec toi, Yacine. Il n'arrive pas à mettre en place. Là où je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est que le PSG a quand même toujours tendance à se transcender dans les moments importants. On l'a vu en Champions League la saison dernière. Là aussi, juste avant le match contre City, justement, on se disait mais cette équipe, on la trouve pas très en place en Ligue 1, c'est difficile. Maintenant, ils gagnent toujours des matchs difficilement. Et là, on les a vus contre City et tout le monde a dit mais finalement, ils arrivent à jouer ensemble, ils ont le potentiel de gagner la Champions League. Et puis on les a vus contre Leipzig et là, encore le fusil d'épaule a changé. Tout le monde a dit cette équipe, elle s'est 100 fois, il aurait perdu 101 fois. Mais jamais tu aurais pu dire la même chose pour le match de la saison dernière où City se qualifie contre le PSG mais aurait dû perdre. Tout simplement. C'est le football. Ils n'ont pas gagné dans le jeu, ils n'ont pas gagné dans la construction, ils n'ont pas gagné dans les phases de jeu, ils n'ont pas gagné physiquement, ils ont absolument rien dominé. À ce niveau-là, sinon City tu aurais pu dire la même chose aussi, City qui se retrouve en finale contre Chelsea. C'est bien d'avoir le ballon mais il faut marquer des buts. Paris a dominé le match finalement. De jeu à ce niveau-là, tu joues contre Marseille, tu joues contre Troyes, tu joues contre Clermont-Ferrand. C'est à ce niveau-là, tu n'arrives pas à dominer tes adversaires d'une manière avec l'effectif qu'ils ont. Mais je pense normalement, dès que le match commence, tu mets 5-0. Merci. Rapidement, Frédéric et Abdel. Donc je pense quand même qu'ils vont pouvoir faire mieux. Abdel, rapide avant la dernière pause. On peut dire un mot sur Marseille, juste le fait que William Saliba soit un très très bon défenseur dont Arsenal se passe depuis 2 ans et je trouve ça un peu compliqué, et aussi le fait que Guendouzi
depuis son arrivée à Marseille est aussi il a fait le bon choix. Excellent. Il a fait le bon choix de carrière. Et je pense que le fait qu'il soit devenu papa il y a quelques temps lui a permis aussi de s'assagir sur le terrain, même si ça reste un ballon. Merci. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, pour la dernière partie avec le Barça Real et sans oublier aussi Manu Liverpool. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Eh oui, accompagné d'une magnifique équipe ingénieuse, et c'est ça, avec Abdel. Eh oui, tout fraîchement sorti d'études, Abdel, notre journaliste, consultant et reporter, bien sûr. Grand homme, oui, tout comme toi. Ouais, ah oui, Abdel, bien sûr. Même arrête, reporter. Ironman, toi aussi, mais arrête Yacine. Allez Yacine. On a aussi Frédéric, on a aussi Hervé, sans oublier Juan José. C'est la dernière partie de l'émission ce lundi soir. La bise aussi à Yanis, sans oublier Giovanni. Voilà nos deux réalisateurs de ce soir. Oui, bien sûr, on a un petit bonsoir. Ah ben peut-être il nous appellera cet auditeur qui est au signe. Mais on a Mourad qui nous écoute. Voilà, Mourad qui nous écoute. On sait pas où il est Mourad, hein. Mais il nous écoute de près et il dit Yacine, toujours le bon sourire avec Frédéric. Allez, place au Real Madrid et aussi le Barça. Time Sport, le mode pressing. 2-1, que dire sur ce classico? Le vrai en tout cas, des retours mais pas de changement. Avec un classico avec un soleil en espagnol. Pour ceux qui l'écrivent avec 2 S en français. Donc c'est Ancelotti qui a mis le pion à Koeman avec ses résultats 2-1. On a vu un Real assez sérieux, qui n'a pas pris des risques démesurés, qui a mis en difficulté le Barça, un Barça qui s'est mis tout seul en difficulté, on est tous d'accord. Mais c'est vrai qu'on a assisté quand même à un coaching de notre ami Koeman un peu bizarre, puisqu'il a mis tous les coachings attaquant droit le défenseur droit, c'est-à-dire le Brésilien Dest, et puis en défenseur droit américain, et puis le défenseur droit étant Mingueza, qui l'a récupéré et qui s'est fait bouffer, excusez-moi pour cette expression, Mourinho il a fait en finale de Vinicius, par Vinicius. Donc le Real gagne depuis je crois les 5 dernières années, c'est le Real qui emporte les matchs avec le Barça, le Real qui est deuxième du championnat. Ancelotti est dans sa lancée, le Real deuxième du championnat. Le Barça n'est que 9e du championnat espagnol, personne ne le dirait après une dizaine de journées, mais c'est la réalité. Et l'avenir de Koeman n'est pas sujet au vœu du président, il est sujet tout simplement à la trésorerie du Barça. S'il y a de l'argent, ils vont le virer. S'il n'y a pas d'argent, il va rester jusqu'à la fin de saison parce que le Barça n'a pas un sou et il ne peut pas se permettre de virer un entraîneur qui va partir avec un chèque des millionnaires. Allez, les consultantes et les consultants à la suite de Juan José, Abdel, Hervé, Frédéric. Ce qui est clair, c'est qu'on a vu un match entre une équipe qui vise le titre et une équipe qui vise à peine une coupe européenne, parce que le Barça, s'il arrive à décrocher l'Europa League cette saison, je pense que ce sera déjà un exploit. Il faut dire quand même clairement qu'ils sont dans le dur et qu'ils ont peu de ressources. Les caisses sont vides, donc ils peuvent pas recruter. Et ils sont obligés de faire avec les moyens du bord. Alors ils misent sur des jeunes, ce qui est bien. Ça veut dire les Gavi, Ansu Fati, Pedri, mais ça met beaucoup de pression à des jeunes de 17-18 ans qui vont peut-être pas pouvoir porter cette équipe et puis maintenir le navire à flot. Donc moi je pense que le Barça, le constat d'hier, c'est que finalement le Barça, ça devient une équipe de milieu de tableau qui va avoir beaucoup de boulot pour réussir à retrouver un niveau décent et à pouvoir accrocher les places européennes. Et le Real, j'ai quand même été un petit peu déçu de la prestation du Real, qui de toute façon n'a pas eu à forcer son talent pour battre le Barça, mais on sent quand même pas une équipe qui est dans un rayonnement collectif non plus. Par rapport au Barça, c'est vrai que pendant ça fait quand même un moment qu'ils surfent sur la vague de pas ils gagnent un petit titre, ils finissent sur le podium, mais à un moment donné quand t'es en reconstruction totale. Tu le disais hier, il y a des joueurs comme Gavi, 2004, ils ont 17 ans, qui jouent un classico face à une équipe qui se connaît très très bien, même s'il y a eu quelques départs. Le Real m'a paru solide dans le tempo. Par rapport au match d'hier, c'est normal qu'il gagne. Le Barça pour moi était inoffensif, même le jeu de possession et autres n'est plus d'actualité, n'est plus ce qui se fait de mieux en Catalogne.
Après, par rapport au Real Madrid, voilà, ça a été très sérieux. Ancelotti tient très très bien ses joueurs. Ça fait 4 classicos que le Real gagne d'affilée. Franchement, ils sont sur une très bonne lancée. Et voilà, on l'espère, Abdel. Oui, pour le merengue. C'est très sérieux. Bien sûr. Et voilà, hier, c'était comme l'a dit Hervé au début. Moi, je pense que c'est plus ce match-là où j'ai été très déçu du grand dimanche de football qu'on nous annonçait. Allez, Hervé, et on va voir aussi Yacine. C'est clairement l'un des classicos les plus fades, les plus insipides auxquels j'ai insisté. On n'a plus les stars ces dernières années. Franchement, c'était vraiment une purge, vraiment un ennui. Franchement, si je devais mettre en valeur 3 points, ce serait le premier point. Ce serait pour moi le football espagnol va mal. Ouais. Pendant longtemps, le Classico, c'était vraiment la crème de la crème. C'était l'un des points culminants de la saison, l'un des matchs qu'on cochait dans notre calendrier. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu un match banal, en fait. Quand je regarde même le Classico de la saison dernière qui s'est disputé sous un déluge sous un déluge au stade Alfredo Di Stefano. Ouais. Quand je regarde les Classicos des dernières saisons, j'ai l'impression que ce match, il a perdu un peu de sa saveur. Il a perdu un peu de sa magie, en fait. Mais c'est un match qui fait plus parler historique que footballistique. Le deuxième point que j'aimerais souligner, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Frédéric, c'est le Real, sans avoir été reluisant, sans avoir été impressionnant, a su dominer un Barça qui a été vraiment impuissant. Dans le dur, Frédéric avait raison. Et ce qui est triste, en fait, dans ce match, c'est qu'en fait, tu te rends compte que t'es même pas surpris de la défaite du Barça, en fait. T'es même pas... C'est une défaite qui est intéressante, en fait. C'est une défaite intéressant, logique, qui est prévisible et qui s'inscrit dans la logique, dans la continuité de ce que fait le Barça depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire médiocrité totale. Moi, j'ai écouté tout le monde parler. Barça Real. Ils parlent tous, ils font tous des analyses. Le plus grand joueur du monde, qui était sur le terrain hier. C'est qui? Alors c'est qui? On l'a pas vu. Karim Benzema, plus grand joueur du monde. Vous l'avez pas vu. Oui. Moi aussi, je l'ai pas vu. Le seul regret, laissez-moi finir. Laisse terminer. Oui. On parle pas par des sentiments. Et il y a le Ballon d'Or qui va, il y a le jeu du Ballon d'Or. Dans quelques jours, et là, c'est une occasion inspirée de pouvoir vraiment le gagner, parce que hier, il aurait marqué un triplé, il aurait conclu la marche. Il y a l'Égyptien Mohamed Salah qui l'a fait. À côté. Donc après, le Real sans Benzema, ça devient Alaves. Barcelone, ça fait déjà 1 an et demi que c'est devenu Cadix. Donc hier, arrête, Yacine, un peu de respect quand même. C'est la réalité. J'avais l'impression de regarder Alaves Cadix. Tout simplement. Sans Benzema, c'est lui qui éclaire le jeu du Real. Et toi, tu remets une couche en plus. Il pensait beaucoup plus au ballon d'or. Il a oublié le ballon blanc qui était le ballon noir et blanc qui était sur le terrain. C'est le seul regret. Vraiment, pour moi, c'est qu'il aurait marqué au moins un doublé. Là, c'était sûr. Et acté que le ballon aurait était dans sa poche. eu le ballon d'or, selon Yacine. Hervé, Abdel, allez rapide, avant de passer au football anglais. Toujours dans l'exagération, mais. Tout comme toi un peu, certaines fois. Hein. C'est vrai, j'avoue. J'ai pris plus de plaisir à regarder Bilbao Villarreal samedi soir qu'à regarder ce Classico, en fait. Et pour moi, c'est vraiment la preuve qu'on a vraiment un déclin du football espagnol, qui est assez inquiétant et qui risque de se prolonger peut-être pendant 1-2 saisons. Je suis pas d'accord, c'est énorme. Après, il y a eu. C'est pas mal. Après, juste le truc que je vais terminer, c'est qu'il y a une statistique qui est sortie hier sur les réseaux sociaux. Alors laquelle? Sur les réseaux sociaux, laquelle? Mais vas-y. C'est Opta. C'est que ce soit les 11 derniers matchs que le Barça a joué contre une grande équipe, que cela soit espagnole ou européenne, elle a perdu 10 fois. Et la seule fois où elle a gagné, c'était la saison dernière en phase de poule, 2-0 à Turin contre la Juventus. Abdel. Pour rejoindre ce que dit Yacine sur Benzema, c'est vrai. Alors, Karim Benzema, l'international français. D'un point de vue individuel, ça aurait été bien qu'il marque pour se faire du monde. La course au Ballon d'Or. Mais si on est un peu plus attentif, c'est vrai qu'il a permis aux autres de briller un peu plus, que ce soit Rodrigo, Vinicius ou même Toni Kroos derrière lui. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est beaucoup pris en compte, mais dans le joueur qu'il est, il a joué comme il sait faire. C'est juste la stat qui lui a manqué, mais je trouve qu'il a quand même été plus ou moins intéressant, même si c'est pas le match. Il faut penser à soi-même aussi. C'est vrai, mais c'est les autres ne pensent pas pour lui. T'en parles souvent, toi, Benzema. Tu sais très bien le comportement qu'il a et sa manière de faire. C'était le regret du match d'hier. Non, mais je suis d'accord. Faut être égoïste quelquefois.
je trouve que ça a permis de faire jouer des gens autour de lui. Pas de regret à avoir, parce que je pense pas que le vote, ça se serait joué hier. Le Ballon d'Or, c'est sur une saison. C'est bouclé hier. Les votes sont clos, aucun regret. Les votes ne sont pas clos. Juan José, on termine. Rapide. Avant le football anglais. Je suis quand même étonné de vous entendre. Vous regardez votre nombril. Et vous êtes joyeux en regardant. Si vous parlez des déclins du football espagnol, dis-moi où est le football français. Ah bah voilà. Merci Juan José. Allez, la dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. C'est bien placé, Juan José. Depuis quelques mois, Frédéric, il te fait sourire. Hein. C'était quand même du très très beau football. Aussi. Il presse à convertir, moi j'ai aussi. Pas le contraire. Bien sûr. Manchester United, et oui, les joueurs ont lâché peut-être Ole Gunnar Solskjaer. Yacine, là aussi, Frédéric, il y a des choses à dire. Aïe, incroyable. Abdel, allez, des petits chiffres. Avant de lancer Frédéric. Hier, avec son triplé, Mohamed Salah devient le meilleur il en a mis un, de la première ligue avec 107 buts en 167 matchs. Il dépasse Didier Drogba et ses 104 buts en 254 matchs. Donc, c'est quand même une belle performance. Et bravo à lui. On se doit de la mettre en avant. 0,7 buts par match. C'est exceptionnel. J'ai juste un quiz à vous proposer. Alors, si je vous dis 1895, c'est quoi pour vous? 1895. Le premier match entre les deux? Non, c'est la dernière fois où Manchester a perdu plus de 5 buts des différences. Exactement. Waouh. 1895. J'ai le hockey d'un coup. Donc, ça remonte. Incroyable, Yacine, c'est vrai. Ce que nous avons vécu hier du côté de Manchester. Merci de le rappeler. Non seulement c'est historique, mais on a assisté à une démonstration de force de Liverpool face à une équipe de United, mais qui a été complètement perdue sur le terrain. Alors ça m'a rappelé une phrase de Patrice Evra il y a quelques années, où il avait dit au sortir d'un match de United contre Arsenal, on voit des hommes contre des gamins. Et c'est ce que j'ai vu hier. C'est-à-dire que j'ai vu une équipe qui n'avait pas de leadership, pas de personnalité. Tous les défenseurs étaient à la rue. Même Ronaldo, qui aurait d'ailleurs dû se faire expulser, on a senti qu'il était nerveux, qu'on sentait une incapacité à réagir. Et Solskjaer, ça fait quand même 3 ans qu'il est là, qu'on lui accorde du crédit. Mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut se rendre compte que c'est pas la mauvaise situation. Alors, Solskjaer, tu sais que il a été beaucoup sauvé à chaque fois parce qu'il arrivait à réaliser des matchs contre les grosses équipes, que ce soit lui ou les joueurs qui mettent sur le terrain. À un moment donné, on le dit souvent avec Manchester, c'est une somme d'individualité que le coach, lui, ne sait pas driver. Et au final, quand tu arrives face à une équipe comme Klopp, comme Liverpool avec Klopp, qui depuis 6 ou 7 ans fait du boulot, c'est très facile de les bloquer et de leur mettre une raclée. Il y a 3-0 hier en même pas 20 minutes. T'as même pas envie de regarder le match au final. Alors, et il y a eu des voilà. Hervé, on l'écoute avant la fin. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, je pense que le théâtre des rêves a été le théâtre des cauchemars pour les joueurs et les supporters de Manchester. Je pense que autant des fois il y a des matchs où tu te dis que le score est trompeur, autant là je pense que le score il reflète bien l'écart de niveau entre les deux équipes. T'as d'un côté une équipe comme Liverpool avec un vrai projet de jeu, avec une vraie identité incarnée par des joueurs comme Salah, comme Mané, mais il était sur le banc, Henderson, Van Dijk et d'autres. Et tu as de l'autre côté Manchester, une équipe qui est à la dérive, qui est dépendant de Bruno Fernandes et CR7, et où hier David De Gea a fait office de bouée de sauvetage. Enfin, si hier David De Gea en sauve pas une ou deux, ça peut être le Titanic hier soir. Heureusement qu'il a retrouvé son niveau. Yacine, allez. La gestion d'un grand coach et d'un grand entraîneur qui est Klopp, le joueur en ce moment, franchement, même si Salah marque beaucoup de buts, alors Naby Keïta, le Guinéen, il est en train de poser tout, mais c'est un truc de fou, mais c'est un joueur exceptionnel. Et ça faisait 2 ans et demi qu'il était blessé et le club n'a jamais voulu s'en séparer. Ils l'ont aidé, ils l'ont soutenu. Tu fais bien de parler de ce joueur, c'est vrai. Ce qu'il est en train de faire, mais c'est un vrai magicien. Et hier, Liverpool a débuté sans l'un des top 3 ou top 4 des meilleurs joueurs mondiaux, qui est Sadio Mané. Eh oui, mon ami, c'est l'un des top 3. Alors, les gens peut-être, mais. Top 4 actuellement, mais c'est vrai que les saisons précédentes, c'était dans le top 4. Je te rejoins un peu moins en ce moment. Alors, mais mettre Mané sur le banc, il faut vraiment. Et là, tu vois, et tu joues Manchester en face.
Juste. Tu joues pas Coventry, hein. Bien sûr. Attention, hein. Alors, la question est de savoir, effectivement, Manchester était quand même diminué hier dans leur effectif. Les 150 millions investis cet été n'ont pas donné grand-chose. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, la question qu'on se pose du côté de l'Angleterre, c'est savoir si c'est Conte ou Zidane qui va être remplacé de Solskjaer. Ça parle beaucoup. C'est les bookmakers. C'est ça. Ils l'ont maintenu 3 matchs, là, non? British. Dommage qu'on n'a pas Mourad. Il serait bien renseigné sur le sujet. On verra bien. Un grand merci, Frédéric, d'avoir été avec nous. Abdel, Hervé, Yacine, sans oublier Juan Trocé. Rendez-vous dès demain à partir de 20h. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Un big up aussi à toute l'équipe de la rédac de Beurre FM. Sans oublier la réalisation en la personne de Giovanni et Yanis. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.